J'ai eu l'occasion de raconter ce rapport, cette relation que j'entretiens avec la marche dans beaucoup de livres, d'où il ressort à chaque fois l'idée que nous disposons de cette chose si simple, si facile d'accès, qui s'appelle la marche, la bipédie. C'est même probablement ce qui nous constitue, puisque nous sommes assez peu nombreux en termes d'êtres vivants à partager cela. Il y a quelques grands primates et les ours. J'ai tellement accompli de voyages à pied au cours de ma vie et j'ai ressenti une telle jouvence dans ces voyages, une telle jouissance même, on peut dire un mot plus fort que la jouvence. J'ai ressenti une telle mise en, en branle, comme disait Montaigne, de toutes les forces de mon organisme, que lorsque j'ai été victime de ce petit accident, enfin qui n'était pas petit d'ailleurs, qui était assez embêtant, je me suis évidemment tourné immédiatement vers la possibilité de la marche comme une entreprise de rééducation. Et en outre, comme vous le rappeliez à l'instant, comme vous l'évoquiez, je m'étais fait une forme de serment sur mon lit d'hôpital en me disant que si je m'en sortais, je ferais une traversée de la France. Et comme j'ai fait beaucoup de serments dans ma vie et que je n'ai jamais trop tenu mes promesses, je me suis dit que ça allait être enfin l'occasion d'en tenir une. Alors je l'ai tenue et je suis parti un jour d'août de la frontière italienne jusqu'au Cotentin. C'était une grande diagonale à travers le pays. Alors je me suis appuyé pour tracer mon itinéraire sur deux choses. La première, c'était une idée d'aller d'un angle à l'autre du pays. Donc j'avais en gros deux possibilités, soit du sud-est au nord-ouest, soit du sud-ouest au nord-est. C'était pas compliqué. Une diagonale ou une autre. Alors j'ai choisi cette diagonale-là parce qu'à peu près au moment où je sortais de l'hôpital, le gouvernement français publiait un rapport qui est accessible, puisqu'il a été rendu public en l'année 2015, un rapport qui s'appelle le rapport sur l'hyper-ruralité. C'était un rapport qui était émis par les agences gouvernementales. Et c'était un rapport qui détectait, qui identifiait une quarantaine de départements, de bassins de vie hyper-ruraux. Alors qu'est-ce que le gouvernement entend par hyper-rural? Ce sont des territoires qui échappent à l'équipement des infrastructures, qui échappent aux administrations, qui ne sont pas assez desservies par le réseau routier et qui ne sont pas assez couverts par les ondes numériques. Voilà, cela suffit à vous placer dans le champ des départements hyper-ruraux. Quelle est l'intention du gouvernement? C'est de procéder à un aménagement du territoire visant, une fois de plus, à ramener ces endroits-là, qui sont considérés comme défavorisés, vers une forme d'équité républicaine permettant aux habitants de ces endroits d'avoir un accès plus rapide aux soins et à tous les services d'administration. Ça ne veut pas dire que les soins, d'ailleurs. Ça veut dire aussi le palais de justice, le centre des impôts, la prison, enfin l'administration. Il ne faut pas exagérer. Il y a toujours une arrière-pensée dans la tête d'un technocrate. Et alors, du coup, il y avait une carte qui désignait une quarantaine de bassins de vie hyper ruraux. Si vous voulez que je vous fasse un très rapide dessin, une fresque succincte de ces départements, grosso modo, vous prenez un axe qui irait du Mercantour, le haut pays de Nice, jusqu'au Massif central en prenant en écharpe le sud des Alpes, en passant le Rhône au niveau du sud de l'Ardèche, en englobant la quasi-totalité du Massif central. Et ensuite, ces zones hyper-rurales montent vers le nord-est par la Nièvre, les pays du Jura, et puis la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, et puis ça vient mourir dans les territoires des Ardennes. Donc l'intention est bonne. Mais ça cache aussi des arrière-pensées. Les arrière-pensées, c'est une uniformisation du pays, une tentative de contrôle de ces territoires par la puissance centralisée. C'est pas en Bretagne qu'on va parler de cette espèce de vieille fièvre jacobine des gouvernements, parce que vous en savez quelque chose. Et du coup, il y a cette arrière-pensée-là dans ce gouvernement, dans ce rapport du gouvernement. Et moi, je me suis appuyé là-dessus parce que j'avais des cartes qui me montraient une géographie qui correspondait exactement à ce que je voulais chercher, c'est-à-dire un itinéraire qui allait me permettre de m'isoler, de retrouver le silence, la solitude, une forme de calme, de beauté paysagère également, qui était nécessaire
à tout ce qu'on vient de dire à propos de la rééducation, de la nécessité de refaire jaillir les forces morales en moi. Elles avaient été complètement aspirées par mes petits malheurs. Et du coup, je me servais de cette géographie hyper rurale qui, pour l'État, paraissait un cauchemar, mais qui, pour moi, paraissait au contraire appartenir à une géographie qui présentait de multiples avantages. Sur les chemins noirs tels que je les ai suivis sur le territoire, c'est-à-dire toutes ces pistes rurales, ces centres forestières, ces endroits qui étaient à chaque fois euh, qui zèbrent le territoire, mais sans jamais véritablement correspondre à des parallèles, des grands axes. Sur ces petits chemins, on découvre une ruralité, donc des paysans euh, qui se maintiennent à leur terre, mais qui souffrent depuis 5 décennies à une énorme entreprise de déprise agricole du pays. Ça fait 200 ans que les paysans ne sont plus sur le devant de la scène française, depuis les révolutions industrielles, en passant par les saignées de la guerre de 14-18 et l'exode rural de 45. Mais ça fait 5 décennies que le phénomène de l'exode rural s'accélère. Il y avait encore 10 millions de paysans en 45, ils ne sont plus que 500 000 aujourd'hui. Et du coup, ceux que vous rencontrez, soit ils occupent les grands postes de verrouillage de la production agricole française dans les grandes plaines de Beauce, par exemple, pour les céréaliers, dans les grands pays d'élevage. Alors à ce moment-là, ils arrivent à peu près à se maintenir dans une économie qui continue à percevoir quelques subventions, bien que évidemment la situation soit en chute. Et vous avez une autre paysannerie qui souffre beaucoup plus, qui est notamment celle que moi je rencontrais dans ces pays hyper ruraux et sur les chemins noirs que je suivais, qui est une paysannerie qui ne trouve plus d'aide dans la politique agricole européenne, qui est encore très endettée parce que ils subissent là la politique des années 1960 qui les encourageait à s'endetter, et qui ne trouvent plus beaucoup de débouchés en Europe puisque le marché s'est ouvert à la mondialisation. Et donc ils subissent tous ces phénomènes-là de plein fouet. Ils vivent donc dans une grave difficulté. Beaucoup s'en vont, beaucoup de fermes disparaissent. Vous avez comme ça des plateaux de la Haute-Provence qui sont qui sont retombés dans une forme d'abandon, qui ont été rendus à la broussaille et aux vipères, alors qu'il y avait là toute une population paysanne jusqu'à il y a quelques décennies d'après-guerre, jusqu'au début des années 60. Et donc c'est très impressionnant quand on traverse ce pays de s'apercevoir qu'on est en réalité dans un pays de fantômes, puisqu'il y a eu cette grande disparition du peuple paysan. Alors voilà, les gens que je rencontrais, c'était, puisque vous me posez cette question, c'était souvent des paysans qui conservaient en eux une certaine nostalgie d'une époque qui était finie et qui en même temps n'avaient pas trop de temps à consacrer à la nostalgie parce que les heures pour eux étaient très dures afin de continuer à essayer de faire fructifier leurs quelques hectares ruraux qu'ils continuaient à exploiter. Oui, parce que ces chemins noirs, lorsque vous les parcourez, vous souhaitez vous dissimuler dans la géographie. Alors, cette dissimulation, est-ce qu'elle est particulièrement importante pour se retrouver soi-même? Oui, alors voilà, ça c'est l'autre aspect de ce que j'appelle les chemins noirs. Donc il y a ceux de la carte, ceux du territoire, puis il y a le chemin noir intérieur. Le chemin noir intérieur, c'est le chemin que vous pouvez déployer en vous-même et sur lequel vous pouvez vous tenir pour mener une existence de la dissimulation. Ce que Épicure disait, dissimule ta vie. C'est de là que viendrait le proverbe pour vivre heureux, vivons cachés. La dissimulation intérieure, la dissimulation existentielle, la dissimulation philosophique consiste à vivre libre, non pas pour avoir le pouvoir de décider et de mener les foules, mais au contraire, pour avoir simplement le pouvoir de mener son propre destin à sa guise. Alors voilà, encore une fois, cette tentation est très vieille. Elle est vieille comme les stoïciens qui essayaient de se replier, elle est vieille comme les moines du Moyen-Âge qui essayaient de se replier. On en a des milliers, des manifestations et des tentatives de repli. Alors, il y a le temps de la marche, il y a ensuite le temps de l'écriture, ce retour sur votre voyage. Comment est-ce que vous avez vécu ce temps de l'écriture? Est-ce que revenir sur ce voyage par l'écrit, c'était aussi mettre un point final à cette reconstruction?
un peu, parce que moi j'ai toujours considéré que le récit était une forme de clôture du voyage qu'on avait vécu et de l'expérience qu'on avait éprouvée. J'aime bien l'idée qu'il y a comme ça dans la formulation écrite de quelque chose, la confirmation que ça a été vraiment vécu. En outre, le fait d'écrire ce qu'on a vécu permet de le vivre deux fois et même trois, parce qu'on le vit, on l'écrit et on le relit. C'est la raison pour laquelle, au fond, moi, je tiens mon journal intime depuis que j'ai 20 ans. Ça fait maintenant 24 ans que tous les jours, systématiquement, je tiens mon journal. Je vais probablement raconter notre rencontre ici, les bains dialogues, le soleil sur Brest, le château, enfin tout ce qu'on peut essayer comme ça de capter de la vie. D'abord vous montre que pour peu que vous sachiez que vous allez l'écrire le soir, il n'y a aucune journée qui passe de manière totalement monotone et ordinaire, puisque vous savez que vous allez devoir le soir en capter quelque chose. Donc c'est un exercice qui est de très haute valeur, en fait, le journal intime. J'ai trouvé plutôt très agréable d'avoir à revivre ce voyage-là par l'écriture, mais vous avez raison, c'était une double conjuration de ce malheur que j'avais eu, c'est-à-dire l'accident. La première était de marcher, d'arriver au bout de cet itinéraire, et la deuxième était d'écrire. Je me souviens très bien, lorsque j'ai envoyé ce livre à mon éditeur, c'était presque un geste de rituel. J'avais l'impression de chasser comme ça les mauvaises ombres en me disant que voilà, j'avais transformé cette petite avanie en un livre et que maintenant le point final allait être une forme d'acte de, vous savez, comme quand on jette aux orties un mauvais souvenir.